dormi? Moyen. Oh, voilà. Allez, j'allume la lumière, faites attention à vos yeux. Géraldine est une jeune maman qui vit à l'hôpital avec son bébé depuis 3 mois, car elle n'arrive pas à s'en occuper toute seule. Chérie, coucou louloute. Le lien entre cette mère et sa fille est en danger. On peut bien dormir. Si elles vivent ainsi confinées, au rythme des soignantes et des médecins, c'est que Géraldine a vécu un burn-out maternel. À la naissance de sa fille, elle fait une profonde dépression. Elle n'a plus la force de se lever le matin, l'énergie ni l'envie de lui donner le biberon. Oh là là. Déjà, c'était complètement automatique. Je faisais tout par devoir, sans aucun plaisir, et puis avec toujours énormément de fatigue. J'avais plus assez de force pour donner, en fait. Géraldine travaille dans la communication. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je connais, hein? Ça te plaît, hein? À son retour de la maternité, son mari musicien est souvent en déplacement. Elle se retrouve seule, sans relais. Au bout de 8 jours, elle craque. Je me rappelle d'un soir où j'avais mis 2 heures à tirer mon lait. J'avais fait un biberon plein, j'étais toute contente. Donc je lui donne pour qu'elle dorme bien, que je sois sûre qu'elle prenne comme quantité, qu'elle puisse bien dormir. Et en fait, j'avais mal vissé le biberon et j'ai vu qu'elle buvait super vite. Et en fait, tout s'était déversé sur son... Du coup, j'avais plus de lait, je pouvais plus rien lui donner. Elle avait encore faim, elle pleurait. Moi, j'étais épuisée et j'ai hurlé, quoi. Je me suis dit, mais là... au secours, quoi. Et justement, pour éviter de la secouer et de me dire... je me suis dit, il faut que je demande de l'aide, quoi. Il faut que je demande de l'aide. Orientée par une psychologue, Géraldine est alors hospitalisée ici, dans le service de soins en périnatalité de l'hôpital du Vésinet. Un premier étage accueille des femmes enceintes qui ont fait un déni de grossesse ou qui viennent pour accoucher sous X. Au deuxième, ce sont les mères. 21 vivent ici jour et nuit avec leurs enfants. Elles sont en dépression, gravement malades ou maltraitantes. Un lieu calme, hors du temps, où l'équipe médicale va tout faire pour tisser un lien entre la mère et le bébé. Et lorsque c'est impossible, demander le placement de l'enfant et la séparation, parfois très douloureuse. Géraldine a eu 3 mois pour progresser. C'est la durée officielle d'hospitalisation. Ici, pas de thérapie de choc, tout se fait en douceur. La méthode, c'est d'abord l'observation des gestes maternels les plus anodins. Toutes les semaines, les bains sont filmés par Philippe, l'un des psychologues du service. Géraldine s'applique. Elle sait que chaque détail va être débriefé par l'unité au complet. La chef de service, Micheline Blasi, les auxiliaires de puériculture, la pédiatre, les psychiatres, les assistantes sociales, un travail dans la dentelle, subtil, où chacun donne son avis. C'est impressionnant par rapport au premier temps où elle était chez nous, où vraiment elle touchait la petite du bout des doigts, où elle la regardait sans la voir. Vraiment, on avait le sentiment qu'elle était absente. Et là, elle est vraiment en lien. Elle a appris à lui faire des massages abdominaux, des pieds, des mains. C'est très chaleureux tout ça. Ils évaluent la mère, mais aussi les réactions du bébé. En particulier, ses yeux. Car un bébé qui détourne son regard est un bébé qui souffre. Vous avez noté, vous, des interactions fréquentes, visuelles Elle est quand même vraiment ailleurs. Hein. Et je trouve que dans la bain, quand même, elle met vraiment beaucoup de temps à regarder sa maman. Hein. Elle met beaucoup. C'est un bébé qui évolue lentement et finalement on se retrouve avec une situation inverse de ce qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire une mère qui a évolué, pas mal, hein, et un bébé qui évolue plus lentement que sa mère. Pour Géraldine et sa fille, si les progrès continuent, l'avenir est un retour rapide à la maison. Mais parfois, il y a des situations plus complexes, plus dangereuses. Cindy a 19 ans et 2 enfants. Le premier a été placé en raison d'un climat de violence familiale. Pour sa deuxième, elle ne s'est rendue compte qu'elle était enceinte qu'à 5 mois de grossesse. Elle est ici aujourd'hui, car juste après la naissance de sa fille, à la maternité,
les sages-femmes ont assisté à une scène qu'elles ont jugée choquante. En fait, elle s'est mise à pleurer. Et ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit, écoute, si tu continues, je vais te jeter par la fenêtre. Mais c'était pas voulu. C'était sur le coup de l'énervement, en fait. Et à ce moment-là, en fait, ils ont dit que faudrait être placé. L'aide sociale à l'enfance est aujourd'hui responsable juridiquement de son bébé. Cindy, elle, a été envoyée à l'hôpital du Vésinet pour être évaluée en tant que mère. Savoir si elle peut garder sa fille. Depuis qu'elle est ici, elle vit au rythme des séances de psy, des soins sous surveillance et des cours collectifs, notamment sur la maltraitance. Tu vas secouer? Oui, bien sûr. Ça va, elle se secoue assez bien toute seule, hein. Vous allez voir. Ce matin, la pédiatre Anne de Truchy explique à ces jeunes mères le danger de secouer leur bébé. Pourquoi on secoue les bébés? Presque toujours, on secoue les bébés quand on est énervé. Ils pleurent, vous avez tous eu des bébés qui pleurent ici. Alors qu'est-ce que ça fait au cerveau? Quand vous allez balloter la tête, derrière, ça va cogner sur l'os de derrière. Et puis devant, ça va cogner sur l'os de devant. Donc vous allez cogner devant, cogner derrière. Le cerveau, il va faire bing, bing, bing contre l'os comme ça. Vous voyez que la tête, elle ballotte d'un côté et de l'autre sans arrêt. Mais là, elle le fait avec une poupée quand même. Ouais, oui. Ça, c'est une tête normale, un cerveau normal dans un crâne normal. Vous allez voir ce que ça fait plusieurs mois après. Mais plusieurs mois après, il s'est complètement atrophié, on appelle ça. C'est-à-dire que le saignement, ça a fait que le cerveau, il s'est complètement réduit. Hein? Il y a 1 enfant sur 3 qui a été secoué qui va mourir. Maintenant, vous savez pourquoi. Alors, il faut avoir en tête qu'il y a des moments, on sent qu'on est un peu limite. Quand on commence à se dire, il fait exprès ou quoi ? Il m'en veut. Pourquoi il n'arrête pas de pleurer? J'ai fait tout ce qu'il fallait pour lui et il continue de pleurer, mais il m'en veut. C'est pas... Et là, quand on est dans cet état d'esprit-là, ça veut dire qu'on commence à aller pas bien et qu'il est temps de prendre un relais. Et ça, c'est des signaux d'alarme. Comment on fait quand on veut éviter de secouer un bébé? Le coucher directement dans son lit. Voilà. Et on sort de la pièce. Est-ce que vous avez justement des souvenirs de moments où ça monte tellement? Oui. Racontez-nous. Quand je suis arrivée ici, ça allait pas du tout. Elle l'a ressenti, je pense. Elle s'est mise à hurler jusqu'à s'en rendre violette, limite rouge, de colère. Et à ce moment-là, j'ai dit, c'est bon, il y en a assez là, tu vas t'arrêter. J'ai remonté sa barrière et je suis partie. Il valait mieux pour elle, en fait. C'était plus pour moi, en fait, je voulais pas lui faire de mal. Vous auriez pu basculer? Oui, à ce moment-là, j'aurais pu la prendre et... Cela fait maintenant 7 mois, un record pour le service, que Cindy travaille avec les soignants. Aujourd'hui, les médecins estiment que la petite reste agitée, mais que le lien avec sa mère s'est profondément amélioré. Vous avez toujours la note dentition? Oui. Ouais. Mais j'ai peur avec ses dents, qu'elle le craque. Qu'elle le perce. Ouais, voilà. L'enfant reste sous le coup d'une mesure de placement provisoire, mais Cindy a obtenu, grâce au service, un sursis, le droit de vivre avec sa fille pendant 1 an, dans un centre maternel. Quand ils m'ont dit, on n'est pas là pour placer votre enfant, on est là pour vous aider à vous en sortir avec... C'est à ce moment-là où j'ai compris que l'évolution était là, en fait. En fait, je vois qu'au jour d'aujourd'hui, je la garde. Donc c'est merveilleux. Bien que cet équilibre reste fragile, dans 1 semaine, Cindy et sa fille partiront pour un appartement thérapeutique où la surveillance est moins stricte. C'est le cas d'1 tiers des patientes. Mais quand les médecins pensent qu'une mère est un danger pour son enfant, ils peuvent décider du placement du bébé, qui ira en famille d'accueil ou en pouponnière. Ce matin, le service va devoir prendre une décision radicale. L'attitude d'une maman pose de sérieuses questions. Bon, elle a commencé à tenir des discours quand même très particuliers, avec énormément d'impulsivité vis-à-vis de l'équipe. On ne peut pas laisser le bébé seul avec sa maman. Donc on s'est dit que clairement un retour à domicile c'était pas possible vu l'état des choses.
que ce serait sûrement un placement dans une échéance qui n'était pas encore bien posée. Mais le bébé va comment d'ailleurs? Le bébé va assez moyen. En fait, elle veut bien faire, hein, devant nous, elle met en scène beaucoup de choses, mais parfois il y a des choses qui lui échappent malgré elle et qui me laissent un peu perplexe quand j'entends ça. Ce qui m'avait choquée il y a quelques jours, c'est quand elle lui avait présenté un biberon, que la petite était vraiment affamée. Et ça a duré vraiment un moment beaucoup trop long pour nous, les soignants qui étions présents. Et la petite pleurait, s'agitait devant son biberon et madame riait aux éclats. C'est d'une violence. La situation, c'est-à-dire qu'on est... L'équipe procède à environ 10 placements par an. 10% des enfants hospitalisés ici. Sauf si on trouve une raison valable. Mais le problème n'est pas toujours un danger physique pour le bébé. Il peut être psychologique. Louise, 30 ans, est une mère en souffrance. Elle est atteinte du sida, un stade très avancé qui met sa vie en péril. Sa petite Lila, de 3 mois, n'est heureusement pas malade. C'est mon ange gardien et même si je suis plus là, elle sera toujours avec moi. Je me pose la question des fois, est-ce que je vais la voir grandir? Jusqu'à quel âge je vais la voir? Enfin, ça vient dans ma tête quand même. L'équipe médicale est attentive. Le bébé vit au rythme des accès de tristesse de sa mère. Louise ne confie jamais Lila au dortoir. Elle s'isole souvent avec elle dans sa chambre. C'est juste que je joue pas beaucoup avec elle, ou je sors pas beaucoup avec elle. Dans ces cas-là, quand on sait qu'on sort pas, là, elle se dit ouais, maman, elle est pas bien aujourd'hui. Voilà. Non, c'est vrai. Moi, je dis la vérité. Une maman dans son état peut-elle élever seule son bébé? Là encore, c'est en observant la mère et l'enfant que l'équipe médicale espère avoir une réponse. Toutes les semaines, Lila est pesée pour vérifier qu'elle grossit régulièrement. Vous savez bien faire maintenant. Tenez-la bien sous ses petites fesses. Un œil toujours bienveillant, parfois vécu par ces jeunes mamans comme une surveillance oppressante. Des fois, c'est un peu contraignant, quoi. On doit toujours rendre des comptes. On n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Du coup, il faut être au top. Et c'est pas toujours facile d'être au top. Bonjour. Chaque semaine, la pédiatre vérifie dans le détail les progrès du bébé. Depuis tout à l'heure, on joue, elle rigole. C'est vrai? Ouais. Alors, tu joues avec maman? On va essayer de pas mettre le soleil dans les yeux. En examinant Lila, elle sait détecter des mini-signes de souffrance, pour nous imperceptibles. Tu sais, je suis la dame qui fait les vaccins. Oups. Bonjour. Alors, tu vas essayer de t'organiser un petit peu. Ce qu'on disait tout à l'heure, que les bébés, il faut qu'ils se rassemblent. Et un petit peu de mal à se rassembler ensemble, à la fin en plus. Et puis, elle tête beaucoup sa langue. Et ça, c'est une petite angoisse de téter sa Alors, c'est une petite fille, peut-être qui se sent un petit peu seule ou un petit peu... Et qui, du coup, trouve... ce serait un petit peu comme un enfant qui sucerait son pouce quand il est un peu seul dans son lit. Sauf que chez les bébés, c'est plus rare, puisqu'en général, ils sont beaucoup avec leur maman ou dans les bras. Et donc, quand ils se mettent à téter, ça veut dire que c'est un peu difficile, quoi. Que c'est un petit peu fragile, en tout cas. Ouais, on va te donner à manger. Maman va te donner à manger. D'accord? T'es d'accord? Ouais. On n'est pas des affameurs, quand même. Le biberon est un moment privilégié pour observer le lien entre la mère et son bébé. Tu regardes un peu ta maman? Ouais. Tu regardes plus ta maman quand vous lui parlez? Quand vous lui parlez, elle vous regarde mieux, C'est là qu'on voit que c'est encore un petit peu difficile. Et encore maintenant, on est encore à l'étape où il faut qu'on l'interpelle, il faut qu'on l'appelle, il faut qu'on lui parle. Et quand elle entend la voix, elle va se diriger son regard vers la voix. C'est une petite fille qui progresse, sans arrêt. Louise a demandé de prolonger son séjour. Un souhait qui a été accepté. L'équipe ne laisse jamais partir ses patientes si elles ne se sentent pas prêtes. À la sortie, elle ira soit chez sa sœur, soit dans un appartement thérapeutique avec son bébé. Mais pour la moitié des mères hospitalisées, le dénouement se fait par un retour à la maison. Géraldine n'en est plus très loin. Elle a déjà des permissions le week-end, mais elle craint que sa vie professionnelle ne la rende moins disponible pour sa fille.
Je suis à la limite de me dire, je me sens capable de reprendre les choses en main à la maison. Mais je sais que c'est encore fragile. La reprise de mon travail m'angoisse un peu, même si j'ai envie de reprendre. C'est vrai que ça m'angoisse parce que j'ai des très gros trajets et que c'est des journées je pars à 8h et je reviens à 8h30 et que je les vois à peine. Voilà, comment je vais faire, quoi. Géraldine considère que ces quelques mois dans le service l'ont sauvée, ainsi que sa fille. Chaque année, 120 mères et leurs bébés passent entre les mains de ces experts en relations maternelles. Oh, regarde la pelote de laine. C'est la poule qui tricote. Ah, tu préfères manger? Bon, bah alors on peut lire tout jaune pendant que tu manges tout rouge. Oh. Cela fait 2 mois que le petit Gabriel vit à l'hôpital et jamais dans les bras de sa maman. C'est une auxiliaire puéricultrice, Joëlle, qui le prend en charge quotidiennement. Tu chantes? L'enfant n'est pas malade, mais sa mère, Christelle, hospitalisée elle aussi, se dit incapable de s'en occuper. Qui voilà? Elle souffre d'une dépression très sévère, survenue après son accouchement. Bonjour, ça va? Oui. Une maladie qui se traduit par le rejet de son enfant. Attends, il vous appelle là. C'est pas vous qui regarde? Non? Est-ce que vous arrivez à avoir un contact avec lui? Physique? Non. Oh, j'ai du mal. Mais j'aimerais bien, mais ça me... On dirait qu'il y a quelque chose qui me retient. Allez, un petit braque, un petit câlin. Hein? Hop là. Là, comme ça va mieux? Je sais même pas comment faire. Enfin, lui parler, pour moi, ça me demande énormément d'efforts, quoi. Le prendre dans mes bras, j'y arrive pas encore, quoi. C'est trop... Ce contact charnel, je n'y arrive pas. C'est très dur à vivre. Hein. Parce que les gens de l'extérieur disent, mais elle le fait exprès, c'est du chichi. Bah non, c'est indépendant de nous. J'ai pas été hospitalisée pour rien, quoi. Je suis pas là par plaisir. C'est la maladie qui veut ça et... De toute façon, je lutte tous les jours contre cette galère, quoi. Ce combat, Christelle le mène avec les autres patientes de l'établissement. Comme elle, toutes ces mamans ont un problème d'attachement à leur bébé. Des troubles du lien qui peuvent mettre en danger la santé de la mère ou de l'enfant. Et dans les cas extrêmes, mener à son placement en famille d'accueil. Cet hôpital parisien est l'un des rares en France entièrement dédié aux relations mère-enfant. L'unité accueille de jeunes mamans avec leur bébé de moins d'1 an, mais aussi des femmes enceintes qui ne supportent pas leur grossesse. Donc là, je vais palper le ventre et je vais voir de quel côté est le dos du bébé. D'accord? On y va? Ouh là là, c'est lourd, dis donc. Ici, elles apprennent à prodiguer les soins quotidiens, comme la toilette et le repas. Elles suivent aussi un programme pris en charge par la sécurité sociale, avec des psychologues, des sages-femmes ou des assistantes sociales. 3 mois d'hospitalisation en moyenne pour apprendre à devenir maman. Bonjour. Bonjour Virginie. Comment vous allez? Pour ces femmes en détresse, la première des thérapies consiste à apprendre des choses aussi simples que se soucier de leur enfant. La vomi, hein? Ouais. Il n'y a pas la gastro. Ben, on va surveiller, mais on en a bien peur. Là, on multiplie les symptômes dans toutes les chambres. Ça vous inquiète qu'il soit malade? Ça m'embête parce qu'il va pas arrêter de vomir et il va salir du linge, Enfin, moi, c'est des petits trucs tout bêtes, mais c'est pas vraiment sur lui que je m'inquiète, quoi.
Pour lui permettre de venir à bout de son épuisement moral et physique, l'hôpital prend en charge le bébé de Christelle, de jour comme de nuit. Il dort à l'autre bout du couloir, dans la nurserie. Joël s'en occupe dès le réveil. Et bonjour. Allez, on sort les petits pieds. Et youf. Bonjour. Bonjour. On va doucement, hein. Votre rôle ici, c'est quoi? Donc, c'est de remplacer sa maman? Ah non, surtout pas. Surtout pas. C'est de lui apporter tous les soins dont il a besoin. Et puis on lui explique pourquoi sa maman vient pas s'occuper de lui. Vous lui dites quoi? Qu'elle est fatiguée, qu'elle a besoin de se reposer. Et que ça va aller mieux. Tu gigotes, tu gigotes. Avant la naissance de Gabriel, Christelle menait une vie a priori ordinaire. Un travail, un mari et 2 enfants. Vous êtes maman pour la 3e fois. Est-ce que vous pensiez que ça puisse arriver, ce rejet de l'enfant? Non. Je savais que la dépression du postpartum existait, mais je ne pensais pas que ça pouvait aller jusqu'à ne pas aimer son enfant. C'est vraiment dur à vivre, parce qu'on voudrait l'aimer, mais on n'y arrive pas. Un souvenir traumatisant a brutalement refait surface pendant sa grossesse, pour des raisons qu'elle ne s'explique pas. Des abus sexuels dans son enfance. L'accouchement difficile de son 3e enfant a achevé de lui faire perdre pied. Franchement, je souhaite à personne de vivre un accouchement comme celui-là. J'ai mon utérus qui commençait à se déchirer, donc j'ai failli y passer, lui aussi. Je lui en veux. Je lui en veux et on me dit de pas lui en vouloir parce qu'il y est pour rien. Mais moi, dans ma tête, inconsciemment, j'ai du mal. Parce qu'on m'a dit que mon utérus a été sur le point de se rompre. Bah, c'est parce que il donnait des coups d'un côté et de l'autre. Pour moi, dans ma tête, oui, c'est à cause de lui. Quand ils me l'ont sorti, j'ai entendu un cri, oui. Puis après, plus rien. Et vous le voyez 3 jours après. Et on vous dit, bah voilà, c'est votre fils. Ah. Bah, si vous le dites. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Il n'existe pas de médicaments ni de traitement miracle pour aimer son enfant. Ici, l'apprentissage se fait par l'exemple. 1, 2, 3. Soleil. Allez. On va aller voir maman, on va demander si elle est prête pour le bas. D'accord? L'équipe médicale invite Christelle à participer aux soins sans aucune obligation. Est-ce que vous êtes prête pour le bain? Oui. On le remet en pyjama ou on l'habille? Comme vous voulez. Après 1 mois et demi d'hospitalisation, Christelle accepte enfin d'y prendre part. Mais la toilette est l'une des épreuves qu'elle redoute le plus. Toucher ces parties intimes, ça me perturbe. Enfin, c'est parce que c'est un garçon et parce que voilà, j'ai eu des petits soucis étant jeune, donc ça me... Tu peux taper dans l'eau? Si j'étais toute seule, ce serait impossible. Heureusement qu'il y a Joël. Hop là. Vous êtes contente d'être venue aujourd'hui? D'assister au bain, oui. Si c'est pas moi qui le fais, oui. Vous le mettez? Oui, je vais lui mettre. Allez. Chaque nouvelle attention est une petite victoire. Tu t'arrêtes là. Stop. Regarde, maman, elle a tout préparé. La cuillère, le papier. Est-ce qu'il peut rester 5 minutes avec vous? Oui. Sur le biberon? Allez-y. Tu restes avec maman, regarde. On patiente avec la tétine. Je vais préparer ton biberon.
T'es d'accord? Tu peux lui raconter tout ce que t'as fait ce matin, par exemple, à maman. À tout de suite. Ça vous fait quoi d'être seule à seule avec votre fils? Ça me stresse. C'est-à-dire, vous ressentez quoi? Bah là, j'espère qu'il va pas pleurer, c'est tout. Sinon, je sais pas comment je le calme. Là, j'arrive à garder son regard. Que quand je suis arrivée ici, quand moi je le regardais, lui, il tournait la tête. Et quand lui me regardait, moi, je tournais la tête. On n'arrivait pas du tout à communiquer ensemble. Eh ben, c'est nouveau, ça. Bravo. Chacun ses progrès. Il a bien beaucoup. Dans cet hôpital, l'apprentissage passe aussi par la libération de la parole. Une fois par mois, Christelle et les autres patientes assistent à un atelier animé par une psychologue et une éducatrice spécialisée. Je vais vous laisser vous lever pour choisir au bout de 3 images. Les thèmes du jour, la grossesse et l'accouchement. Une belle petite césarienne. Bah pour moi, cette photo, ça me rappelle la souffrance. Parce qu'en fait, accoucher par césarienne, j'ai pas l'impression d'accoucher. C'est on vous enlève votre bébé du ventre et voilà quoi, c'est tout. Et là, c'est une petite ouverture. Sur la photo? Ouais. Qu'est-ce que vous disiez que... Bah moi, j'ai eu 31 agrafes et 4 points de suture. À côté de Christelle, Louise, 21 ans, enceinte de 7 mois. Complètement désemparée par cette grossesse non désirée, elle ne sait toujours pas si elle va garder l'enfant ou accoucher sous X afin qu'il puisse être adopté. L'enfant, il faut... Voilà. C'est pas parce que c'est pas sa maman qu'il est Dieu qu'au final, il n'aura pas autant d'amour qu'il devrait. Après, oui, sa maman, c'est important, le papa aussi, mais une personne qui est bienveillante et qui peut l'accueillir, c'est aussi bien. Merci pour la qualité de vos échanges et de votre écoute surtout, je pense. Qu'aujourd'hui, c'était particulièrement... Touchant. Touchant, voilà. Merci. Louise a fait un déni de grossesse. Elle apprend qu'elle est enceinte de 6 mois après un malaise sur son lieu de travail. Le délai légal pour avorter est dépassé. La psychologue de la maternité lui conseille alors de se faire hospitaliser ici, craignant qu'elle ne porte atteinte à sa vie ou à celle de son bébé. Un déni, c'est violent. On ne peut pas dire que c'est rien, un déni de grossesse. En tout cas, moi, je l'ai très mal vécu. Comparé à une femme qui a 9 mois de réflexion, en gros, tu as 3 mois pour te faire à l'idée que dans 3 mois, 1, 2, 3, ça, c'est, voilà, il y aura un enfant, tu seras maman. Je me réveillais en sursaut parce que ça me brûlait, ça me démangeait. J'allais dans la salle de bain, je me regardais, j'avais des griffures énormes sur ma poitrine, sur mon ventre. Je me disais, ah ouais, mais là, ça va être dangereux. Si je suis pas encadrée, je peux aller très très loin. Ouais, je me supportais pas. Je me mettais à pleurer d'un coup d'un seul. J'aimais pas mon ventre en fait. Je voulais pas. Je voulais à tout prix en fait le faire sortir. Voilà, fallait pas qu'on soit dans le même corps tous les deux. C'était pas possible. Louise est déjà maman d'une petite fille qu'elle a eue à l'âge de 15 ans. La jeune lycéenne ne parvenait pas à s'en occuper. Elle en a perdu la garde au bout de 2 ans. Aujourd'hui, à 2 mois du terme, Louise a peur de commettre les mêmes erreurs. Plus ça se rapproche, plus je commence à paniquer parce que je me dis à tout moment, en fait, à l'accouchement, je sais pas, je vais avoir quel genre d'émotion, je sais pas, et j'ai peur de dire non, je peux pas le laisser, c'est mort, je le garde en fait. Et de tout, qui après, il ait une mauvaise vie, qu'il soit placé, qu'il soit déplacé, qu'il soit... Voilà, pour un enfant, c'est violent. Comment porter un enfant que l'on ne désire pas et qui prend chaque jour un peu plus de place? Comment allez-vous? Ça va? Pour Louise, chaque examen médical est un moment délicat, comme le monitoring, la surveillance des battements du cœur du bébé. Donc là, je vais palper le ventre et je vais voir de quel côté est le dos du bébé.
D'accord. Donc là, effectivement, hein, il est là. Ouais. Il a la tête déjà un petit peu en bas. Voilà. Hop. C'est vrai qu'au début, je le demande juste pour l'entendre un petit peu, pour voir si tout va bien, en fait. Je vais le réclamer un petit peu, juste le son pour voir les battements. Mais après, ouais, je vais demander vite à ce qu'on me l'éteigne, parce que je veux pas m'y habituer. Voilà, je préfère pas. Voilà. Ne pas s'attacher pour rester libre de garder ou d'abandonner l'enfant jusqu'à la dernière minute. À 2 mois de son accouchement, Bonjour. Louise est suivie par Mahalia, l'assistante sociale de l'hôpital. L'objectif, c'est pour l'instant de ne pas avoir votre bébé sur vous. Ouais, ça c'est comme Qu'il ça. soit pas tout de suite avec vous jour et nuit. Ok. Vous vous rappelez des options ou je vous les rappelle? Les options, oui, ça je sais, c'est l'accouchement sous X, après on a l'adoption, ou sinon on a le garder. Et il y a aussi la possibilité de prendre, enfin vous savez, on avait un peu parlé de l'accueil provisoire. Oui, aussi. Donc à la naissance, si jamais c'est compliqué, vous pouvez aussi dire j'ai besoin de temps. Avoir un temps d'attente, voilà, pour réfléchir. Pendant et un après, certain il y a ça temps, aussi. voir ça avec l'aide sociale à l'enfance. Comme tout le personnel, l'assistante sociale n'a pas vocation à orienter les choix de Louise. Elle doit l'accompagner, quelle que soit sa décision. Moi, je vous fais votre arrêt de travail, en tout cas là pour le moment. Est-ce que vous pensez avoir besoin de soutien si vous gardez votre bébé? Ouais. Vous auriez besoin de soutien Dans après? tous les cas, j'aurais besoin de soutien, que ce soit sous Pour X, toute seule, bébé, ou, je le garde. Il me faut un soutien, ça c'est sûr. Depuis son ouverture il y a 8 ans, l'hôpital mère-enfant a accueilli une dizaine de femmes désirant accoucher sous X. Seules 2 d'entre elles sont allées jusqu'au bout de leur démarche. Les autres ont finalement gardé leur bébé. Chaque vendredi matin, tout le personnel se rassemble autour de Jean Hébert, le fondateur de l'unité. Lors de ces réunions, ils décident de l'avenir de leurs patientes, la poursuite des soins, le retour à la maison, ou en dernier recours, le signalement à la justice en vue d'un placement. Aujourd'hui, ils s'interrogent sur le cas de Louise. Elle ne sait pas trop pour l'accouchement, qu'est-ce qu'elle va faire après. Mais elle commence à nous parler des premiers soins au bébé, de faire le bain. Donc nous, c'est quelque chose que, pour le moment, on ne sait pas par quel bout le prendre, si on peut dire ça comme ça. La décision va se faire avec la rencontre avec le bébé. C'est là où ça va se jouer définitivement. C'est comme d'habitude. Mais là, elle est quand même dans un mouvement de reconnaissance de l'existence de cette enfant, ce qui est quand même aussi quelque chose d'important. L'équipe constate aussi l'évolution de Christelle, la maman qui ne parvient pas à aimer son fils, le petit Gabriel. Les autres mamans avaient beaucoup de choses à leur... Elle a entendu qu'il pleurait, elle est venue, elle a fait un petit soin. Il faut continuer, nous, à l'accompagner. Elle est d'accord, je suppose. Oui. Et puis, moi, je trouve qu'elle demande de plus en plus à participer à de plus en plus de soins. Et ben voilà, très bien. Elle s'investit dans l'alimentation, dans plein de choses. Et moi, je sens aussi que ça bouge dans son discours. On progresse. Tu fais bravo avec tes pieds? Mais t'es trop fort. Après avoir fait bravo avec tes mains, tu fais bravo avec tes pieds? Comme pour sa maman, l'équipe soignante observe des progrès chez Gabriel. Avant d'arriver ici, il était beaucoup dans son lit et les enfants, ils captent tout, ils ressentent tout. Donc je pense qu'il devait savoir que la maman était peut-être pas disponible pour s'occuper de lui, donc il réclamait peu de choses. Il s'exprimait très peu. Là maintenant, voilà, il s'exprime très bien. On est content. Et c'est assez clair en fait. Voilà, on essaye de regarder qu'il arrive de plus en plus à exprimer clairement ses besoins. Donc là, il n'y a pas trop de doute sur le fait qu'il commence à être un peu fatigué et que ça lui demande beaucoup d'être sur le tapis. Donc au bout d'un certain temps, il commence à exprimer des signes un peu de fatigue, d'agacement, ce qui est plutôt en fait de bons signes d'évolution. Tiens, je sais que tu veux ça. Tiens. Allez. Dernière soirée à l'hôpital avant le week-end. Demain, Gabriel et sa maman ont la permission de rentrer chez eux pour une nuit.
Coucou ma poupée. Les difficultés qu'elle rencontre avec son fils Fais un câlin d'amour à maman. dévastent toute la famille de Christelle. Bisou d'amour. Tu fais un bisou d'amour à maman? Oui. Tu fais un bisou, maman. Voilà, mon petit bébé. Bonjour toi. Tu dis bonjour à Joël. Bonjour. Ah, mon cœur. T'aimes bien venir chercher maman? Christelle ne voit son mari et ses filles qu'une seule fois par semaine. C'est parti. Bon week-end. À demain Joël ou pas? Oui. Oui, à demain. La famille habite à quelques kilomètres de l'hôpital. T'es à côté de ton petit frère? Oh, ma poupée d'amour. Doucement. Moi, si j'arrive pas à l'aimer, au moins ses sœurs, elles sont là pour assurer, quoi. Qu'est-ce que vous leur avez dit à vos enfants? Bah, mes enfants, je leur ai dit que moi, ça allait pas, que j'avais ma tête qui allait pas bien. Et donc, c'est pour ça qu'on était à l'hôpital. Oui, mon cœur. Il t'a mis la main dans les yeux? Oh! Ce troisième enfant était pourtant désiré par le couple. Le mari de Christelle a du mal à comprendre la détresse de sa femme. Depuis 2 mois, il gère seul la maison, les enfants et son travail. Je reste à côté tant qu'il va pas m'obliger à le faire. Après, sinon, ça va pas être bon. Ils vous obligent parfois? Des fois, il me taquine sur certaines choses, oui. Par exemple, vas-y, fais-lui un bisou. Mais bon, voilà, pour l'instant... Oui, tu vas manger. J'aime pas l'entendre crier, ça me stresse. Pourquoi? Parce que je le supporte pas, donc j'ai du mal à entendre ses cris. Le week-end, Marc, son mari, la pousse à donner à manger au bébé. On donne-lui le biberon, oui. Et voilà, je t'accrois pas. Ça y est, c'est cassé. Oui. Ça, c'est mon petit moment privilégié avec lui. Voilà. À chaque fois que c'est moi qui lui fais à manger, qui lui donne à manger, monsieur il mange pas. Ça m'énerve. Vous pensez que c'est dû à quoi? Bah, je pense que c'est notre relation qui est dure. Pourtant, bon, bah, y a eu des efforts de fait, mais ça reste quand même encore compliqué, quoi. Et puis les enfants, c'est pareil. Les deux filles, elles sont au début, elles comprenaient bien la situation, mais comme ça met du temps pour que les choses rentrent dans l'ordre, du coup, elles commencent à en avoir marre. Parce que le soir, du coup, j'ai le droit à dire ah, je veux maman, il manque, pourquoi il rentre pas à la maison. Alors, si c'est maman qui a un problème, pourquoi elle ne laisse pas rentrer avec nous et puis elle reste là-bas toute seule. Et moi, je lui explique que maman a besoin de ton petit frère pour pouvoir justement. C'est les deux qui vont guérir ensemble. Voilà. Tu veux essayer de lui donner? Oui. Bah, essaye. Ils ont une relation particulière tous les deux. Ça se voit. Il a des yeux attendris quand il regarde sa sœur. C'est mes filles qui me... Une fois qui me reprend sur certains gestes que je peux être un peu brusque, elle me dit mais maman c'est un bébé. Tu ne donnes pas de taper sur la main. Des fois, une fois c'est arrivé que je me suis énervée, je sais pas. Et je lui ai donné une petite tapette sur la main parce qu'il en mettait partout. Ouais, c'est ma fille qui m'a fait la remarque, quoi. Tu manges des pizzas? On va commander des pizzas. C'est mamie? C'est bien. Ouais, c'est mamie. Coucou. Ça fait une semaine qu'on n'a pas vu. Ah, mon amour.
Les parents de Christelle viennent les voir tous les week-ends. Ta semaine, toi. Dis comment elle fait bravo. Qu'est-ce que t'as fait de ta semaine, mon loulou? Hein? Dis-moi. Comment on fait bravo? Comment? Hein? Bravo. Et toi, ça a été ta semaine? Ouais, un peu dur. Ouais. Un peu dur? Un peu compliqué. Il fait câlin, papy. Il fait câlin, son grand-père. Oh, non. Tu fais câlin? C'est dur pour une maman. Qu'est-ce qui vous fait mal? De l'avoir dans cet état-là. Très très dur. Qu'elle ne puisse pas s'occuper de son enfant, c'est horrible. Pourtant, elle adore ses enfants et je comprends pas qu'elle ait disjoncté comme ça. Moi, je suis un peu plus dur de caractère, mais j'emmène pas large non plus. Moi, ça m'embête pour tout le monde, quoi. C'est pas une vie. Je suis en train d'embêter tout le monde. Mais le problème, c'est que c'est indépendant de moi. Je me sens pas capable de rentrer à la maison tout de suite. J'espère que ça va aller, même vis-à-vis de son mari. Est-ce qu'il va tenir longtemps? Est-ce qu'il craquera pas un jour aussi, lui? On sait jamais ce qui peut arriver. Mais bon, j'espère que l'amour sera plus fort que tout. Au revoir, mon amour. Un bisou, maman. Tu lui fais un bisou. Allez, va coucher ton frère. Tu lui fais un bisou. Oui, allez, va coucher. Allez, fais un petit bisou. Un bisou. Voilà, allez, on y va. Allez, file, on se m'attend, on va manger. Pour Christelle, le week-end est terminé. De retour à l'hôpital, elle dit au revoir à Samia et sa petite fille, qui partent demain après avoir passé 5 mois ici. Madame la Châtelaine. Excusez-moi, c'est ça. On crée des bons liens avec des gens aussi fragiles que nous. On peut montrer notre fragilité à... On n'en a pas honte. On n'en a pas honte, voilà. De toute façon, personne ne juge personne ici parce qu'on est toutes dans la même galère. Ouais, exactement. C'est ça. Celle qui juge, elle est vite mise de côté. Voilà. Mais moi, je tire mon chapeau, elle a réussi à s'en sortir et elle va s'en sortir parce que de toute façon, c'est une battante. Mais toi aussi, t'es une battante. Ouais. Si. Franchement, je dis que c'est une battante. Samia, 32 ans, est tombée enceinte accidentellement, hors mariage. Issue d'une famille tunisienne traditionnelle, elle a dû s'enfuir pour cacher sa grossesse. C'est ça qu'on aime ici. Ah oui, putain, mon amour. On va changer la couche. On va changer la couche. Ah là, oh. Après la naissance de sa petite fille, Samia a tenté de se suicider. Ah oui. Attends, maman, elle est correctement pour que ça te brûle. Maintenant, je dis que c'est mon offre. Parce qu'avant, vous disiez quoi? Avant, c'était quelque chose. Donc, tu vois, pop, pop, c'était... J'avais besoin de... Je faisais, mais par automatisme. Et maintenant, non, je dis que c'est un être humain, il faut que j'en prenne soin. C'est délicat, c'est... En fait, c'est une petite chose et si on fait mal maintenant, ça peut avoir des répercussions plus tard pour elle. Et j'en veux pas. Alors, t'es toute propre. Vraiment, j'ai pris conscience que je suis une mère. Tout simplement. Avec mes défauts, mes qualités, mais je suis une mère. Et là, oui, je suis fière de moi et je suis fière d'être sa mère. Et je suis fière d'avoir une fille comme ça. On avait besoin de ce temps de pause, ce temps de... Fallait que quelqu'un prenne soin de nous. Pour nous aider pour le futur. Donc là, on peut avancer. Samia et sa petite fille vont rejoindre un centre maternel. Un foyer loin de Paris, où elles pourront commencer une nouvelle vie. Quant à Christelle, après 9 mois d'hospitalisation, les médecins ont jugé qu'elle n'était pas en mesure de rentrer chez elle avec son enfant. Un juge aux affaires familiales a ordonné son placement temporaire dans une famille d'accueil. Louise, elle, a accouché d'un petit garçon qu'elle a finalement décidé de garder. Mais les médecins de la maternité ont estimé qu'il devait être placé en pouponnière. Sa maman s'est lancée dans un long combat pour le récupérer.